Oui, alors bonjour Gérard, bonsoir. Oui. Et bon, ben, content de te voir, de te voir et pas te lire seulement. Alors, on fait ce qu'on peut. Tous les Et moyens de combat sont nécessaires pour se débarrasser de ce chaos stupide. ben oui, alors Alors, ce que je veux dire, si j'ai un message à passer ce soir, oui, c'est vas-y. en France, tout va bien, il faut arrêter d'avoir peur. L'incidence des Covid-19 actuels est inférieure à 10 pour 100 000, d'après le réseau Sentinelle. Ouais. Cette baisse de l'épidémie en France est en fait valable depuis avril, elle a commencé début avril, et elle a atteint par rapport au niveau d'avril plus de 85% de son niveau d'avant. Cette baisse a été également observée avec 3 mois d'avance aux États-Unis et donc l'Europe et dans l'Europe en général. Elle n'est pas due à la vaccination. C'est complètement évident lorsqu'on regarde les dates de début de la chute de l'épidémie et la date des vaccinations. Par exemple, aux États-Unis, la chute de l'épidémie date de début janvier. À cette époque, le pourcentage de vaccinés à 2 doses était 0 et le pourcentage de vaccinés à une dose était de 1,7%. Ce sont les chiffres officiels que chacun peut consulter sur le CDC ou les marqueurs de vaccination. Oui. On a toutes les dates. Donc, l'épidémie a décidé de s'arrêter, je ne sais pas pourquoi, mais on observe ça habituellement avec les infections saisonnières comme les grippes, c'est tout à fait habituel qu'à un moment, sans qu'on sache pourquoi, sans qu'on ait d'explication, l'épidémie s'arrête. Et bien là, aux États-Unis, elle a décidé de s'arrêter en janvier. La terreur continuait de régner là-bas jusqu'à ce que le gouverneur du Texas décide de ne plus écouter les modélisateurs et Fauci et le CDC qui entretiennent la terreur depuis maintenant 18 mois. En Et Floride aussi, non? En Floride aussi, c'est pareil, non? oui, alors il a commencé, lui, en mars, hein, Ouais. le 2 mars, et ça a été un grand succès puisqu'il a tout rouvert, il a arrêté tout le cirque, tout le Covid au circus, et l'épidémie a continué à diminuer. Ça a donné le courage à pratiquement tous les États républicains se sont également libérés des contraintes inutiles. Et finalement, même des démocrates tels que l'État d'Arizona ou le centre de Las Vegas se sont libérés également. Et dans tous ces États, aucune hausse de l'épidémie n'est apparue. Mais ils vaccinent beaucoup aussi. Alors ça, oui, mais ça, ils vaccinent encore. Enfin, Il y a entre une guillemets, publicité. quoi. Entre guillemets. Alors, il y a une publicité dingue qui fait que les Américains étaient terrorisés et se sont beaucoup vaccinés au début. Ouais. Euh, En février, mars, jusqu'en avril, ils se sont vaccinés. Mhm. Puis peu à peu, ils ont réalisé que ça allait bien. Ils ont arrêté de se vacciner. Ah, Et il y d'accord. a eu des vaccinodromes qui ont dû fermer faute de candidats à la vaccination. Un peu comme Et en France, quoi. exactement la même chose. Quand les gens ont réalisé qu'ils s'étaient fait avoir, Ouais. d'une part. Deuxièmement, que les vaccins ne sont pas très efficaces. Parce qu'on nous raconte que c'est 97-95%. Ces chiffres ne reposent sur aucune donnée scientifique et uniquement sur des Raoult, comptoirs des Raoult, laboratoires. il parle de 29% pour le Je Pfizer. pense qu'il a parfaitement raison. Il n'est pas le seul à le dire. Il y a plusieurs analyses indépendantes qui montrent que c'est très faible. Je veux dire, un vaccin qui donne 30% d'efficacité, on ne le commercialise pas. Dans les vaccins traditionnels, on estime qu'il faut au minimum 50% d'efficacité réelle en population générale pour qu'on commercialise le vaccin. Là, les fabricants de vaccins ont profité d'une soi-disant urgence mondiale qui allait tous nous tuer si on n'était pas vaccinés Ouais. pour obtenir des dérogations aux règles de commercialisation ou d'autorisation de mise sur le marché tout à fait scandaleuses. Donc, ce n'est pas le vaccin qui a fait baisser les contaminations. Actuellement, les États-Unis sont environ à 40% de vaccination. Tous les vaccinolâtres nous expliquent qu'il faut absolument avoir 70%, voire 90% de taux de vaccination pour que ça marche. Ouais. Alors, il faut qu'ils soient cohérents. Ou ils croient ce qu'ils disent, et dans ce cas, ils reconnaissent que la vaccination n'est pour rien dans le recul de l'épidémie. Et donc, les dates d'examen soigneux, des dates de baisse de contamination et des
hausse de vaccination montre que c'est le cas. Hein. Alors, ou bien ils sont cohérents et ils disent effectivement la vaccination n'est pour rien dans le recul de l'épidémie, ou alors ils doivent avouer qu'ils nous mentent en permanence quand on nous raconte qu'il faut que 70 et 90% de la population soit vaccinée pour que la vaccination marche. Hein, on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Donc qu'ils soient au moins cohérents. Et en particulier, tous les gens qui se battent depuis, j'oserais dire depuis le début de la crise, parce que cette crise, elle était destinée uniquement à vendre des vaccins. Je ne dis pas ça en l'air, je ne suis pas un complotiste. J'ai simplement lu le rapport 9 de l'Imperial College, le fameux rapport de Ferguson. Ouais. Lorsque vous regardez, il dit clairement il faudra enfermer la population avec quelques petites ouvertures pour qu'ils respirent, hein, jusqu'au moins en décembre 2021. Et ou l'arrivée d'un vaccin ou d'un médicament qui tuerait la maladie. C'est effectivement ce pourquoi on a été manipulé depuis le départ, pour nous diriger, nous habituer à être enfermés et à perdre nos libertés sans pleurer et sans se battre, et d'autre part pour nous faire accepter des traitements hors de prix et totalement, enfin, ou presque totalement inutiles. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont tellement besoin d'argent oui, c'est une industrie tellement... il y a beaucoup Non, de c'est gens pas seulement, qui c'est pas seulement travaillent. qu'ils ont besoin Oui, d'argent, ils sont drogués à l'argent. hein, Plus ils en ont, et plus ils en veulent. oui, mais c'est incroyable. Et en plus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement eu... Enfin, si, il y a eu deux, trois livres qui sont sortis là-dessus, mais je me demande de plus en plus combien de gens se nourrissent de Big Pharma pour, pour, pour qu'ils aient autant besoin de manipuler des milliards. Et c'est pas, ils en veulent toujours plus. C'est la Ouais, bourse, c'est la règle de la bourse. Le problème, c'est que avant, nous avions des industries pharmaceutiques qui étaient essentiellement nationales, qui vendaient à ouais. l'étranger, qui étaient dans les cadres d'un pays. Avec la mondialisation, ils Attends, se il y a un sont. petit bruit. Excuse-moi, Gérard, il y a un petit bruit là qui J'ai pas de, touche. j'ai pas de téléphone, j'ai rien. Ah bon, alors je sais pas. Bon, vas-y, oui, dis-moi. Désolé. Donc, avec la mondialisation, les industries pharmaceutiques se sont complètement concentrées. En plus, ils ont joué sur des agrégats de pays qui fait qu'ils n'étaient plus obligés de demander une autorisation à un pays, comme la France, par exemple, où c'était l'Agence française du médicament, mais à un groupe, les États. Donc, au lieu de demander 28 autorisations, ils en demandent une seule à l'EMA, hein, European Medicament Agency. Et pour eux, c'était formidable. Ils n'ont plus besoin de corrompre 28 agences, ils ont juste à corrompre le président de la commission de l'EMA. Ouais. Et ça s'est prouvé. Hein. Régulièrement, les députés européens qui sont pourtant assez tranquilles, hein, qui ne mettent pas, qui ne voient pas les billes dans les quilles, râlent en disant c'est pas possible, l'agence européenne du médicament ne publie pas ses liens d'intérêt, ni même sa politique en matière de liens d'intérêt avec les pharmacies. Et c'est absolument dramatique. On a vu récemment, il y a quelques années, le président de l'Agence européenne du médicament prendre sa retraite, et tout de suite après, il a été embauché dans une agence de lobbyistes pour les médicaments. C'est totalement insupportable, je veux dire. Et actuellement, l'EMA, lorsque vous regardez le travail de l'EMA, ils sont toujours pro, au lieu de défendre les populations, ils défendent l'intérêt de l'industrie pharmaceutique. Alors, il y a deux questions là. Quel est le rôle de la Chine là-dessus dès le départ? J'en sais rien. Et ensuite, qu'est-ce qui fait que on a diabolisé, par exemple, les traitements d'hydroxychloroquine dès janvier? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est sur hasard que l'hydroxychloroquine tout de suite, ou même l'ivermectine, parce qu'il paraît que l'ivermectine maintenant est complètement aussi mis de côté. Est-ce que tout ça c'est un hasard, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Bon, il y a l'histoire du grand reset aussi, de profiter. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses de ça? Certains veulent profiter de la crise sanitaire déclenchée, si tu veux. Ce n'est pas une crise sanitaire.
Oui. une crise de corruption et une crise politique. Oui, oui, c'est d'accord. Oui. C'est Donc, ce qu'on appelle une crise sanitaire. Tu as raison. Tu as raison de préciser. c'est très important que les gens comprennent qu'on est Ouais. manipulé du départ. Bon. Alors, le rôle de la Chine, moi, je ne suis pas chinois, je n'ai pas d'informations directes. Non, mais au sens du laboratoire P4, là, maintenant, même les Américains. Je regarde les faits. Et d'ailleurs, je l'ai suivi d'assez près. Je regarde simplement les faits. Il n'existe qu'un seul laboratoire capable de manipuler des virus en Chine, il est à Wuhan. Ouais. Il a été fabriqué avec des fonds français, entre autres, et inauguré en grande pompe avec le patron d'Ixiam, qui était en même temps le mari de la ministre de la Santé française. Ouais. Donc on était complètement dedans. Ça, c'est un fait. Il n'y a qu'un seul labo, il est à Wuhan. Et le virus est venu de Wuhan. Deuxièmement, ce labo travaillait sur les coronavirus. C'est démontré, puisque j'ai les articles d'il y a 5 ans, où une série de chercheurs de Wuhan disaient qu'ils avaient réussi à modifier le coronavirus. Alors, ce n'était pas pour en faire une arme bactériologique, en tout cas, je n'ai aucune preuve de ça. C'était avant tout pour essayer de mettre au point des vaccins. Je rappelle que les vaccins sur les précédents coronavirus, le SARS et le SMERS, n'ont jamais marché. En particulier, ils se sont arrêtés parce que quand on a fait des essais chez les animaux vaccinés mouraient plus que les animaux non vaccinés. C'est pour ça que les travaux ont été abandonnés. Et d'ailleurs, Sanofi, notre laboratoire français, a trouvé que la facture était lourde et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été très réactifs sur le vaccin Covid. Oui, c'est ce que Hélène Banoun dit. Je ne sais pas si tu connais Hélène Banoun. Là. Oui. C'est ce qu'elle dit exactement. Là. Oui, non, mais ça, c'est des faits. Je veux dire, l'échec des précédents vaccins sur le corona sont parfaitement connus et documentés. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Bon. Et là, simplement, on a créé une pseudo-panique et une pseudo-peste pour essayer de nous forcer à nous vacciner. Ça, c'était d'emblée le but. Alors, c'était pour la Chine. Donc, pour la Chine, je ne dis pas, je pense. Alors, il y avait aussi un rapport qui m'avait beaucoup interloqué. C'était un rapport des services secrets français qui avait dit quand même que c'était un peu dangereux de donner un laboratoire comme ça à la Chine. C'était une décision politique où on a ignoré le principe de précaution. Et puis, il y a eu un rapport aussi de la CIA qui, effectivement, estimait non pas que les Chinois étaient des méchants, non, mais que la sécurité n'était pas bien assurée. Et à cause du système politique chinois. En Chine, on ne peut pas dénoncer un supérieur. Or, la sécurité, dans toute action humaine un peu dangereuse, la sécurité repose sur le fait que le type à la base qui voit quelque chose qui lui paraît dangereux puisse le dire et que ça remonte tout en haut. Or, en Chine, si vous dites ça, vous vous retrouvez dans un camp, vous vous retrouvez avec des points de sociabilité en moins. Donc, l'homme de base qui voit quelque chose qui ne va pas, il ne va pas le dire pour ne pas être directement victime du système. Donc, la CIA, là-dessus, disait, attention, c'est très dangereux, parce que s'il y a des mauvaises conduites, enfin du non-respect de protocole de sécurité, parce que ça coûte cher, ou parce que ça me fatigue, ou pour telle ou telle raison que je ne connais pas, l'information de sécurité ne remontera pas. Et ça, c'est a priori quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc, le seul laboratoire était à Wuhan. Ce laboratoire travaillait à la modification du virus de corona pour fabriquer des vaccins et il n'avait pas les habitudes sécuritaires des autres laboratoires des pays libres parce que justement, ils ont une tradition qui est différente de la nôtre. Donc, on a 3 facteurs qui font penser que le virus, tout simplement, s'est échappé. Alors, bien entendu... Pardon, le virus, c'est... Je n'ai pas entendu. À l'occasion d'une mauvaise manœuvre... Le virus, oui, tu penses. Il s'est échappé. D'accord. Je pense. Oui, il ne faut pas... on n'a aucun argument qui puisse faire penser que les Chinois aient déclaré une guerre bactériologique. Ah non, moi je ne voyais pas ça comme ça. Je voyais plutôt dans l'idée que, étant donné qu'ils ont des billes à l'OMS avec Bill Gates, etc., et qu'ils sont communistes autant que moi je suis suédois ou martien, et c'est fini leur histoire. Donc ils sont aussi, le plus grand nombre de milliardaires est chinois, je crois, maintenant. Et j'ai l'impression qu'ils ont joué l'idée que, étant donné que tous les virus de grippe viennent d'Asie, de toute façon, Hong Kong, la grippe asiatique, etc.
le fait que ça vienne de Chine, ça paraîtrait presque normal. Et... Oui, alors le problème pour lequel c'est vraiment un laboratoire, c'est vraiment l'analyse du virus, puisqu'il a été complètement décrypté. Oui, c'est Et vrai. C'est il ne vrai. faut pas l'oublier. Quand on a un prix Nobel qui est extrêmement précis, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui au tout début de la crise pour des choses diverses, et il m'a très bien expliqué que dans ce virus, il y avait 6 séquences typiques du sida. Il connaît, Ouais, un ouais, scientifique isolé, ouais, et qu'il avait été très surpris parce que ces insertions, ces inserts dans le génome sont à un endroit précis et très limité, ce qui était très inhabituel pour une modification naturelle. ouais. Les virus ARN, ça se modifie tout seul, on est tout à fait d'accord. Mais que ce soit la même séquence 6 fois de suite, juste sur très peu de loci, ça c'est très inhabituel. Alors comme il ne savait pas, il a soumis le problème à un professeur de statistique américain. Ça, je crois qu'il ne l'a pas encore dit dans ses interviews, mais enfin maintenant je peux le dire. Oui, j'ai pas entendu, non. Luc Montagnier. Hein. Oui, Luc Montagnier, pour ne pas citer. Donc, il a cité, il a soumis le problème à un professeur de statistique américain de ses amis, en lui disant quelle est la probabilité pour qu'une telle chose se produise naturellement. Et la probabilité. Ah, j'ai plus ton son. Il y a plus ton. Tu as coupé tu as coupé ton micro. Je n'ai plus de. Oui, là, il y a un petit souci technique. Je n'ai plus de son de ta part. Ah, c'est marrant ça. Attends, je vais arrêter.